Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. J'espère que tu vas bien, que tu prends soin de toi. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui me tient très à cœur, le syndrome du sauveur. Je vais commencer par faire une définition de ce syndrome, comme ça tu pourras ou non te reconnaître. Ensuite, je vais expliquer pourquoi c'est vraiment important d'en parler. Puis, comment naît le syndrome du sauveur. J'apporterai également des exemples concrets pour que tu puisses vraiment te reconnaître ou pas dans ce syndrome. Ensuite, on parlera des impacts positifs, des impacts négatifs. Puis, on verra comment gérer, comment dépasser ce syndrome du sauveur. Et je terminerai avec mon expérience personnelle car c'est vraiment un sujet qui me touche énormément. Donc, j'ai de quoi te partager mon expérience personnelle. Donc déjà, ça s'appelle le syndrome du sauveur, mais ce n'est pas une maladie, c'est une tendance comportementale qui peut influer sur ta santé mentale. L'image, c'est vraiment le super-héros. C'est cette personne qui a tout le temps envie, besoin d'aider les autres. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que si tu veux amorcer un changement, il faut déjà commencer par prendre conscience, comprendre ce qui se passe et ensuite amorcer le changement. L'idée, c'est vraiment de rééquilibrer son besoin d'aider les autres pour pouvoir s'apporter plus à soi, avoir ainsi une vie plus belle, plus épanouie et surtout des relations plus saines. Moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que tu arrêtes de t'oublier, de servir les autres, de secourir les autres, de te sacrifier. Ce syndrome, comment il naît? C'est souvent des contextes où tu t'es retrouvé à être peut-être le parent d'un parent, où tu as vraiment voulu peut-être aider et améliorer une situation, une personne. Si tu en as un peu ras-le-bol d'être tout le temps le ou la confidente, ça peut être lié à ça, au syndrome du sauveur. Si tu es le genre de personne qui donne des conseils aux autres alors qu'ils n'en ont même pas demandé. Si en fait tu as le besoin que l'autre ait besoin de toi, ça peut être un besoin inconscient bien sûr. Et ça peut être aussi, toujours inconsciemment, le besoin de rendre l'autre dépendant à toi. S'il y a une chose à comprendre, c'est qu'on ne sauve pas les gens d'eux-mêmes. On peut les aimer, les accompagner, les soutenir pour que eux se sauvent eux-mêmes, mais nous, on ne peut pas sauver les gens pour eux. Chacun se sauve soi-même. En général, tes relations amoureuses peuvent t'en dire long sur si tu as le syndrome du sauveur ou non, car tu vas avoir cette tendance à te diriger vers les personnes qui souffrent et vouloir les aider alors qu'elles n'ont rien demandé et que bien souvent, elles n'ont même pas envie d'être aidées. Attention, je précise, vouloir aider les gens, c'est normal, c'est bienveillant, c'est génial. Ce qu'il est un peu moins, c'est quand c'est motivé par l'inconscient qui a peur de culpabiliser si on n'aide pas. Et surtout quand on se met à aider les autres à notre détriment. Parfois, le syndrome du sauveur, ça peut être aussi une manière de fuir, une manière inconsciente de ne pas s'occuper de soi, de se concentrer sur les problèmes des autres. Ça peut être aussi une manière de se sentir utile. On commence ensuite à se définir de plus en plus par cette capacité à aider les autres, genre qui je suis, moi, je suis la personne qui aide les autres. C'est assez inconscient, hein. Je dis pas que tu te présentes comme ça aux yeux de tout le monde, mais c'est ce que tu commences à croire et tu peux même commencer à croire que ta valeur se cache derrière ta capacité à aider les autres. Ça peut également être des comportements d'aide qui comblent des besoins d'importance, donc tout ce qui est lié à l'ego. Aujourd'hui, je te demande d'arrêter de regarder le problème des autres et regarde tes problèmes à toi. Qu'est-ce que ça veut dire de toi, le fait que tu sois toujours là pour pouvoir aider les autres? Si tu te bats pour sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, ça veut dire que tu la places en tant que victime alors qu'elle, elle a rien demandé. Donc du coup, tu deviens le bourreau vu que tu la places en tant que victime alors que la personne à la base, elle se victimise pas, enfin, elle se sent pas victime. Pour résumer ça, on a le triangle de Karpman, si j'écorche pas son nom, qui explique bien qu'en fait, tu peux aussi bien être victime que bourreau et que sauveur. En gros, par exemple, si tu viens sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, tu deviens son bourreau parce que la personne n'a rien demandé et que toi, tu la places en mode victime alors qu'à la base, elle se victimisait pas, elle se sentait pas victime. Et du coup, cette personne, si tu n'arrives pas à la sauver, tu mets toute ton énergie pour ça et tu n'arrives pas à la sauver, ça va devenir toi la victime parce que tu vas te faire prendre dans cette spirale et ça va être toi la personne qui souffre et qui va avoir besoin d'être sauvée. Essaye de bien garder ce triangle en tête avec victime, bourreau, sauveur pour ne pas tomber dans ce triangle infernal. Je sais que ça peut être dur à comprendre, mais en fait, parfois la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de ne pas l'aider. Et dans la même dynamique, parfois te prioriser toi, faire attention à toi, c'est la meilleure manière d'aider l'autre. Par exemple, moi, si je me priorisais pas, je pourrais pas aider les autres. C'est parce que j'ai appris, moi, à me placer en première, à poser mes limites avec les personnes qui ne veulent pas se faire aider, que je voudrais potentiellement aider, tout ça, à m'éloigner de ces personnes-là, à poser mes limites pour pas perdre mon énergie dans des combats qui n'ont pas de fin, que j'arrive du coup à me ressourcer, à vraiment reprendre de l'énergie avec des moments à moi, en répondant à mes besoins,
pour ensuite pouvoir accompagner les personnes qui souhaitent se faire accompagner pour aller mieux, donc à travers mes coachings. Bon, on va partir sur des exemples concrets pour que tu puisses te rendre compte si tu as ce syndrome du sauveur, si tu as ces tendances comportementales-là. Typiquement, si tu te mets dans des relations amoureuses ou avec des personnes qui ont des problèmes émotionnels et comportementaux, mais genre des vrais problèmes. On a tous nos petits traumas, voilà, nos problématiques, c'est normal. Mais par contre, quand la personne a des vraies problématiques qui la bouffent dans son quotidien et que toi tu t'amuses à jouer au super-héros, en gros à mettre tes besoins de côté et tout faire pour répondre aux besoins de l'autre, et qu'en fait tu commences à te négliger toi-même pour le bonheur de l'autre, là on est sur du syndrome de l'imposteur. La version vie familiale, c'est ce membre de la famille qui va porter tous les problèmes des autres membres de la famille ou d'un seul, on s'en fiche, mais qui va vraiment tout prendre sur son dos et qui va vraiment s'oublier et avoir cette culpabilité si elle n'aide pas les autres. On a également version amitié, c'est le fait de vouloir résoudre les problèmes de tous ses potes, d'être toujours là pour les autres, d'être vraiment là où le bon ami, vraiment la personne qui encaisse, qui trouve les solutions à tout, le super-héros en fait. Et à ce moment-là, souvent, on est la personne qui sacrifie son temps et son énergie. On a également la version vie professionnelle où tu vas être la personne qui va essayer de décharger ses collègues, qui va prendre les responsabilités, qui vont prendre sur son dos les tâches, tout assumer pour pouvoir décharger les autres. L'idée c'est de ne pas voir les autres stressés, submergés, mais le résultat c'est que toi, tu prends des séquelles de malade en termes de stress, en termes de charge mentale, ta vie perso elle peut en pâtir et ton bien-être en fait juste globalement. Même dans les nobles causes comme le bénévolat, en fait, si tu es investi à 2000% sur tous les fronts et que tu ne te donnes pas de temps à toi et tes problèmes, ça c'est un peu la stratégie de l'autruche, c'est que tu négliges ta propre vie et tes besoins au profit de la vie, des besoins des autres. Et on a aussi ce phénomène en groupe quand tu vois la personne elle est un peu le pacificateur, le médiateur, la personne qui va essayer de se mettre entre les conflits de manière très très neutre pour faire en sorte que tout se passe bien, que tout s'arrange et qui va du coup se mettre dans des situations stressantes où elle n'a rien à faire, elle n'a rien à voir et elle va vraiment vouloir faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Si tu écoutes ce podcast sur YouTube, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te reconnais dans certains exemples. Moi j'avoue que encore actuellement, je pense que c'est le côté pacificateur en groupe, la personne qui veut calmer tout le monde, allez venez on s'aime, venez on se détend, alors qu'en vrai si vous voulez vous battre, mais battez-vous, tu vois, c'est pas mes affaires, je peux pas régler toute la misère du monde, si t'as envie de t'embrouiller et que toi t'as envie de t'embrouiller, mais embrouillez-vous, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas arriver avec mon drapeau blanc pour me faire piétiner, voilà. Donc comme tu vois, je te dis que c'est encore une tendance que j'ai. Et c'est pas pour autant que j'en ai pas conscience, hein. Tu vois bien ce que je viens de dépeindre comme profil. Ça se fait pas en claquant des doigts, je t'en parlerai plus à la fin, histoire d'être un petit peu organisée dans mon podcast et de passer sur le côté où je te parle de mon témoignage. Alors certes, j'ai réglé tout ce qui était un peu syndrome du sauveur, côté vie familiale, vie amoureuse, etc. Mais par contre, voilà, en groupe, des fois, ça peut se manifester. On va passer aux avantages du syndrome du sauveur. Donc déjà, je suis pas là non plus pour cracher dessus. Déjà, c'est quelque chose qui m'a concernée pendant de longues années et encore un petit peu aujourd'hui et qui concerne énormément autour de moi. Et en fait, souvent la personne, ça part d'un bon sentiment. C'est que tu veux aider l'autre, donc il n'y a pas à condamner ça. C'est juste que souvent, c'est contre-productif. Mais par contre, je pense qu'il y a énormément de professionnels du bien-être qui ne seraient pas des professionnels du bien-être s'ils n'avaient pas ce petit côté syndrome du sauveur. Le tout, on le verra après, c'est de trouver l'équilibre pour pas s'enlever à soi ce qu'on donne aux autres, que ce soit plutôt en un échange. Et c'est bien l'erreur que font la plupart des gens en général, c'est pas des échanges, c'est des dons de soi, des dons de soi. Bon, d'ailleurs, tout ce que je te raconte aujourd'hui, c'est très très en lien avec le podcast d'il y a 2 semaines, il me semble, sur le syndrome de la gentille personne. Je t'invite à aller l'écouter si tu te reconnais dans le syndrome du sauveur, ça peut être lié, pas forcément, ça peut. Bon, en termes d'avantages avec ce syndrome du sauveur, on a le côté satisfaction. On a une satisfaction personnelle à réussir à aider les autres, ce qui peut nourrir son estime personnelle, son estime de soi. Bon, par contre, il y a énormément d'autres méthodes d'autres méthodes pour nourrir son estime personnelle qui sont beaucoup plus saines et que je recommande. En termes d'avantages, on a aussi le renforcement de certaines compétences parce que du coup, à vouloir tout le temps aider les autres, tu te retrouves à faire des choses que tu n'aurais jamais fait à la base et du coup, au moins, tu acquiers des compétences. Hein. Si on veut positiver, là, supposons que tu es au travail et tu chopes toutes les tâches des autres parce que en fait, ta collègue te fait de la peine à être débordée alors qu'elle sait juste pas gérer son temps. Mais bon, bref, toi, tu décides de prendre ses problématiques pour tes problématiques et de du coup commencer à faire son travail. Au moins, on peut dire que tu deviens multitâche, t'es polyvalent.
Pour ma part, c'est sûrement parce que depuis la plus tendre enfance, je cherche à être la personne à qui on peut parler de tout, à qui on peut décharger tous ses problèmes, la personne qui peut te comprendre, la personne avec qui tu vas te sentir mieux après avoir eu cette discussion, la personne qui va t'écouter. C'est sûrement grâce à cette tendance que j'ai eue depuis petite qu'aujourd'hui je suis capable d'entendre tout et n'importe quoi sans que ça me choque, sans juger et avec une attention, une écoute active. En termes d'avantages, avec le syndrome du sauveur, c'est aussi une grosse connexion, création de liens. Parce que bon, quand tu es là pour les autres, pour les aider dans des moments les plus durs, etc., c'est clair que ça renforce les liens. Mais ça peut aussi détruire des liens parce que ça peut donner naissance à des relations malsaines. Bon, on va passer, comme tu l'as vu, aux désavantages parce que même s'il y a toujours deux côtés, globalement, c'est pas un plus dans ta vie d'avoir ce syndrome du sauveur. L'idée, c'est vraiment de savoir rééquilibrer à quel moment tu donnes aux autres et à quel moment tu priorises toi. Le désavantage numéro 1, c'est être épuisé physiquement et émotionnellement. Enfin, à force, t'es vidé de stress et de fatigue. Ensuite, on a le fait de se négliger soi-même, parce que souvent, quand t'es absorbé dans les problèmes des autres, tu ne te prêtes pas attention à toi ni à tes besoins. Parce que t'es juste trop absorbé par le sauvetage des autres pour te prêter de l'attention à toi. On a aussi comme désavantage la perte d'identité parce qu'en fait, à force d'être juste la bonne samaritaine, tu sais même plus qui tu es à part la personne qui aide les autres. Tu commences à te définir comme ça. Un autre désavantage du syndrome du sauveur, c'est la dépendance affective. En fait, à force de te battre pour certaines personnes, de tout donner pour eux, en fait, t'arrives plus à te détacher de ces personnes toxiques qui te détruisent. Ça peut aussi engendrer des relations tendues parce qu'en fait, à force de vouloir sauver tout le monde, même ceux qui t'ont rien demandé, tu peux vraiment les étouffer, donc ça peut créer de réelles tensions. Et le dernier désavantage, je dirais, c'est cette frustration parce qu'en fait, le résultat, il dépend pas de toi. Toi, tu peux donner ton max, ta vie pour que tout aille mieux pour arranger le problème des autres. Si la personne n'a pas décidé qu'elle allait elle aussi arranger ses propres problèmes, ça va être un échec, tu vas être déçu. Et puis voilà, il y a tout ce côté stress, pression, ça peut mener à la dépression. Donc tu l'auras compris, aider les autres c'est génial, mais l'idée c'est de doser. Faut pas que ça devienne un dû, une habitude. C'est juste toi, tu passes ton temps à t'aider toi-même et quand il y a besoin, quand tu décides que tu peux, que tu as envie, là tu aides de manière beaucoup plus qualitative parce que tu as beaucoup plus à offrir à quelqu'un quand toi tu vas bien. Bon alors comment gérer et se débarrasser du syndrome du sauveur? Déjà en fait en prendre conscience, donc c'est le rôle de ce podcast, donc peut-être que tu as pu te reconnaître dans les exemples que j'ai donnés. Donc déjà quand tu en prends conscience, il y a déjà une énorme partie du travail qui est faite. Ensuite je pense qu'il y a un travail de fond, de compréhension de ce qui se passe en toi à faire. Donc là tu peux le faire soit en autonomie avec des livres comme celui que je recommande de Lise Bourbeau. Ça a été le livre qui, moi, a changé ma vie. En tout cas, celui qui fait que j'ai vraiment commencé le développement personnel. Donc, les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Elle a d'ailleurs fait une partie 2 avec comment guérir ces blessures. Ou alors, tu peux te faire accompagner par un thérapeute. Déjà, à ce moment-là, quand tu as pris conscience que tu as le syndrome du sauveur, que tu le comprends parce que tu as travaillé un peu sur le pourquoi du comment dans ton passé, potentiellement avec un thérapeute, à ce moment-là, on peut revenir dans le présent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce que je veux pour mon futur. Donc là, on est beaucoup plus sur le rôle d'un coach. Et là, on commence à travailler sur apprendre à se placer en priorité. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître et à s'aimer. Je sais, c'est une phrase un peu bateau qu'on entend partout à toutes les sauces et qui veut peut-être rien dire pour toi. Mais quand tu es au courant de qu'est-ce que tu as besoin, quelles sont tes énergies, quelle est ta personne à toi quand elle va bien, parce que oui, il y a différentes versions de ta personne. Il y a la version de toi quand tu te fais piétiner par les autres et par la vie, et la version de toi quand tu poses tes limites, quand tu te respectes et que du coup tu brilles, tu peux apporter aux autres tout ce que tu as, toutes tes ressources, exprimer ton plein potentiel. L'étape d'après pour moi, c'est de développer sa confiance en soi, son estime de soi. Parce que en fait, quand tu es en place sur qui tu es, que tu n'as plus rien à prouver aux autres, d'un coup, tu vis plus pour toi, tu vis plus pour les autres. Parce que tu n'as pas besoin d'être validé, tu n'as pas cette peur inconsciente qu'on te rejette, tu n'as pas cette culpabilité de vivre pour toi. Parce que tu sais très bien que tu ne mérites pas moins que de te placer en priorité. L'idée, c'est de comprendre que tu es assez et que tu en fais assez. Et je terminerai avec le fait de pratiquer l'autocompassion. En fait, t'es pas un super-héros, t'as le droit de faire des erreurs, tu es humain. T'as le droit de pas être en mesure de tout résoudre. T'as le droit de pendant, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, dire ok, me parlez plus, je suis plus là, je suis morte. Je suis plus là. Démerdez-vous. Tu vois, cette compassion que t'as tout le temps pour les autres et qui fait que tu fais passer leurs besoins avant toi-même, il faut que tu l'aies pour toi. Regarde-toi un peu comme ta meilleure amie.
soit ta propre meilleure amie. Et dis-toi, mais attends, ma pauvre chérie, là c'est vraiment pas cool ce qui t'arrive, peut-être que c'est le moment de prendre du temps pour moi. Donc on est d'accord que se lamenter sur son sort, c'est pas du tout productif. Par contre, bah voilà, c'est apporter de l'amour en se regardant d'un point de vue extérieur, en disant ok, bon là t'as dégusté ma chérie, là tu mérites en fait une pause, là tu mérites de prendre du temps pour toi, là tu mérites de te faire plaisir, là tu mérites de dire merde aux autres. Et tu vas voir, ça peut vite devenir une habitude parce que c'est juste génial de se faire passer en priorité. Après, t'as une énergie de malade. Et pour terminer, il faudrait quand même voir quelles étaient tes motivations au moment où tu voulais aider cette personne ou ces gens ou dans ce genre de contexte pour pouvoir peut-être le faire, continuer à le faire. Hein. On ne dit pas non plus d'arrêter toute forme d'aide, mais de manière plus équilibrée, de voir qu'est-ce qui est en ton pouvoir, de quoi tu dois te détacher, qu'est-ce qui n'est pas entre tes mains, en fait, qu'est-ce qui ne dépend pas de toi, et surtout bien identifier qu'est-ce qui ne va pas t'atteindre négativement, qu'est-ce qui ne va pas avoir des répercussions négatives sur toi, à quel moment tu vas pas être dans le sacrifice, comment aider sans se sacrifier. On en vient à la fin de ce podcast où je te partage un peu plus mon expérience personnelle. Alors écoute, bon, on est d'accord que c'est révoltant de voir les gens aller mal et que c'est pratique de se mettre dans les problèmes des autres pour pas penser à ses problèmes à soi. Mais c'est pas du self-love, c'est pas s'aimer, c'est pas de l'amour de soi que de porter les problèmes de ce monde. Agir, aider, c'est bien. Mais si c'est pour t'impacter négativement, c'est pas la peine, ça en vaut pas le coup. Si aujourd'hui j'ai ce genre de discours, c'est parce qu'évidemment j'ai été touchée par ce syndrome du sauveur. Enfin, j'ai été touchée, on me dirait, je reviens de la guerre. Mais ça a vraiment pris une grande part de ma vie pendant des années. Je vais pas expliquer le pourquoi du comment parce que je ne suis pas en thérapie avec ma psychologue, donc je vais pas te parler des détails de mon passé. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, je suis arrivée à un stade où ma jauge a explosé. Bon, après, qu'est-ce que l'explosion, hein? J'ai pas attendu de tuer quelqu'un ou de me tuer moi-même. Enfin, bon, bref, je suis pas partie dans des trucs de malade mental. Mais juste, au bout d'un moment, ça, en 2020, c'est le moment, je pense, où vraiment j'ai eu un trop-plein. Et ce trop-plein, c'est pas... oui, je te dis, c'est pas quelque chose qui s'est matérialisé en mode j'ai envie de péter la gueule de tout le monde. C'était plus mes proches, mes amis me disaient que j'étais éteinte. J'ai toujours été quelqu'un voilà, d'assez charismatique, qu'on entend, assez extraverti, voilà, solaire. Bah là j'étais un zombie, j'étais un fantôme. En fait, j'ai atteint mes limites de la tolérance qui avaient été travaillées depuis plusieurs années. Et je me suis rendu compte de plein de choses, typiquement. Je me suis rendu compte à ce moment-là que quand j'étais loin de ma famille, je me sentais vraiment mieux. Bon, ça, j'avais déjà compris avant, mais voilà. Et à l'époque, j'étais dans une relation très toxique, une relation amoureuse. Et je me suis rendu compte que c'est cette personne qui me prenait toute mon énergie, à qui je donnais tout. Et moi, j'adorais, hein. Je prenais les armes, je partais à la guerre en mode ouais, je vais l'aider. Mais n'importe quoi, le mec, il avait pas du tout envie de se faire aider. Enfin, je sais pas pour qui je me prenais. Je faisais un peu ce triangle, comme je te disais, où moi, je décidais que lui était la victime. Du coup, moi, je voulais faire le sauveur, mais du coup, je le victimisais. Donc, en fait, je devenais le bourreau. Puis au final, comme moi, j'arrivais pas du tout à faire quoi que ce soit et que lui, il ne changeait pas parce qu'il n'avait pas du tout envie de changer. On change pas quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Ça, c'est un truc, je l'ai compris. Du coup, je me suis retrouvée à moi être la victime. Bon, j'ai dit que je partais pas trop dans le perso, je m'emballe un peu. C'est pour te dire qu'à un moment, il y a ma jauge de tolérance, de gentillesse envers les autres, de vouloir aider l'autre. Hein. Du coup, gentillesse, on est d'accord, trop grande gentillesse, syndrome du sauveur, hein, pas aider les autres normal. Voilà, quand t'es dans des trucs assez extrêmes comme ça, quand ta jauge elle pète, c'est soit t'es dépressive ou en burn-out, t'as capté le projet, ou soit tu décides de te choisir toi, de te placer en priorité et de devenir la meuf la plus heureuse sur cette terre. I'm here. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Lex, c'est Lex, j'ai dit ciao. Je me suis promis que je me laisserai plus jamais tirer vers le bas par quelqu'un qui veut se tirer vers le bas. Tu veux aller en bas, tu veux couler, alors soit libre à toi parce que tu fais bien ce que tu veux, je respecte tes choix et tes décisions, ou soit t'as envie de t'en sortir et là, je suis là pour toi. Bon, pour ce qui est de la famille, c'est encore d'actualité dans le sens où je n'ai pas coupé les ponts avec ma famille. Enfin, tout est relatif, ça dépend avec quel membre de la famille, mais voilà, globalement, je suis vraiment dans le dosage, dans l'équilibre, dans le je tolère certaines choses. Quand c'est plus possible, quand c'est plus de mon ressort, je mets mes limites et vraiment, je me ferme comme une porte de prison et j'en ai rien à foutre de s'appeler à la personne en face ou non. Genre, moi, je sais que je n'ai pas à gérer ça, que c'est pas de mon ressort, que c'est pas mon problème, que ce n'est pas l'aider que d'aider cette personne à faire ci ou ça. Et aussi, pour le côté familial, je dirais qu'il y a beaucoup le détachement qui compte. Le fait de savoir prendre de la distance et se dire que oui, peut-être que c'est ta famille très proche, mais c'est pas ta vie.
Et tu pourras jamais empêcher les autres d'aller bien ou d'aller mal s'ils ont décidé d'aller bien ou d'aller mal. Donc après, à voir ce qu'ils décident. Donc là, de ce côté-là, gros travail d'acceptation à faire. En vrai, on est d'accord, c'est chaud hein, quand tu es entouré de personnes qui ont envie de couler et que toi, tu as envie de les sauver. Genre, vraiment, pour se détacher du syndrome du sauveur, c'est super sport, mais ça en vaut tellement le coup. Aujourd'hui, je peux dire que ma vie en globalité, elle est très épanouissante. Et c'est parce que je fais un travail de malade pour poser mes limites. C'est parce que je me préserve. C'est parce que je me place en priorité. C'est parce que je sais ce que je mérite et ce que je mérite pas. Je sais quels sont mes combats, quels sont pas les miens. Je sais qui je peux aider, qui je peux pas aider. Et je sais aussi que je suis humaine, que je ne suis pas une super héroïne. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut porter à confusion parce que quand tu fais un métier comme le mien où tu vois bien que tu es en capacité d'aider les gens, quand tu vois des grosses transformations avec les gens que tu accompagnes, tu peux commencer à croire que tu as une cape derrière les épaules. Sauf que la vérité, c'est que non, j'ai juste une jauge d'énergie que j'entretiens, que je nourris, et des compétences, des aptitudes pour le métier que je fais, qui est très bien choisi certes, mais je veux dire, si aujourd'hui je suis capable de le faire, c'est parce que je me donne de l'amour, parce que je me donne de l'attention, parce que je suis à mon écoute. Donc en fait, c'est précieux, c'est fragile et c'est à prioriser parce que du coup, j'ai bien compris, ça marche pour mon métier, mais ça marche aussi pour toi, même si t'es pas dans un métier où tu aides les autres. Parce que peut-être que demain, quelqu'un dans ton entourage aura besoin de ton aide et cette personne qui aura besoin de ton aide, qui va te le demander ou qui va l'accueillir, ton aide, c'est autre chose que ces personnes qui abusent de ta gentillesse. En fait, c'est pour ces personnes-là, à la limite, que tu peux te dire, garde ton énergie. En gros, aujourd'hui, je garde mon énergie pour les gens qui ont envie de changer, pas les gens que moi j'ai envie de voir changer. Et c'est sûrement cette frustration des personnes que j'ai vues qui ne voulaient pas changer, qui étaient bien dans leur mal-être, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai tellement à donner aux personnes qui sont prêtes à passer à l'action et qui font la démarche et qui ont le courage de venir me contacter pour réussir à aller vers une vie meilleure, où ils se respectent mieux, où ils s'épanouissent pleinement. En gros, j'ai choisi mon combat. J'accompagne pas les gens qui ont besoin d'être sauvés, j'accompagne les gens qui ont envie de se sauver eux-mêmes. Et voilà, ce podcast touche à sa fin. Je pense qu'il va être très long parce que j'ai la tête qui chauffe. J'ai l'impression que je nous fais un monologue depuis un bon moment. J'ai pas la montre en main, mais quoi qu'il en soit, si t'es arrivé jusqu'à la fin, merci pour ton écoute. Ça me touche énormément de voir de plus en plus de likes, des personnes qui écoutent le podcast parce que j'ai jeté un œil quand même toujours sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et vos commentaires sur YouTube. Ça me fait trop chaud au cœur, vraiment. Parce que là, je suis quand même toute seule en train de parler à mon téléphone, donc ça met un peu d'interaction quand je vois que vous commentez et que vous avez un avis, que vous vous sentez touché par ce que je raconte. Donc merci pour ça, merci pour votre soutien. Si tu as envie de me faire part de ton expérience avec ce syndrome du sauveur que j'ai d'ailleurs potentiellement pu appeler le syndrome de l'imposteur sans faire exprès dans le podcast, je précise parce que bon, avec tous ces syndromes, des fois je m'y perds. Mais voilà, si tu as envie de me parler de ton expérience avec le syndrome du sauveur, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec toi. J'en ai fini pour aujourd'hui, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.